Comment je fais pour choisir si je me positionne sur un airdrop ou si je le skip complètement? C'est une question qu'on m'a déjà posée assez souvent et je vais essayer d'y répondre de la façon la plus claire possible. Par contre, c'est quelque chose qui relève plus de l'art et de l'habitude que d'une formule mathématique bien précise qui me permet de savoir si oui ou non je vais creuser, je vais sauter le pas, etc. Et donc je vais faire de mon mieux pour essayer de retranscrire ça en vidéo. Mais globalement, il n'y a pas de secret, plus t'as passé de temps dans cette industrie, plus tu vas avoir tendance à détecter des choses qui sont intéressantes ou alors là où tu es quasiment sûr que ça ne le sera pas. À ce niveau-là, il y a globalement deux familles de chasseurs d'airdrop. Tu vas voir la première catégorie, ce sont les personnes qui vont essayer de faire absolument tout ce qu'ils vont trouver. C'est-à-dire que le bonhomme va voir passer un tweet qui parle d'un projet qu'il ne connaît pas, il va creuser, il va se dire « ouais, c'est trop bien ». Et il va le faire, sans spécialement regarder plus que ça exactement ce que c'est, sans prendre des notes, etc. Vraiment juste il voit le truc, il va le faire. Puis il va avoir tendance à totalement l'oublier, jusqu'à ce qu'un jour, peut-être il y a effectivement un airdrop pour son action, ou peut-être que ça n'aura simplement servi à rien et il l'aura oublié parmi toutes les choses qu'il a fait de cette façon-là. Je vais pas dire que c'est la façon un petit peu amateur, mais c'est surtout une façon de procéder qui est très peu structurée. Alors effectivement, je dis pas, ça a peut-être déjà servi une ou l'autre fois et ça avait tendance à être particulièrement efficace à un certain moment dans l'histoire. Malheureusement aujourd'hui, pour les 3/4 des airdrops, ça ne sert absolument à rien de faire ce genre d'activité. Très souvent, tu ne toucheras même pas le premier tiers juste avec ça. Et encore pire, tu vas dépenser des frais à droite à gauche sans même avoir la moindre idée de ce que tu es en train de faire. Donc à mon avis, c'est pas le bon plan. La deuxième façon de faire, c'est quand tu as généralement un petit peu plus de bouteilles, que tu as vu passer plus de projets à droite à gauche et que tu arrives assez facilement à déceler si quelque chose peut être intéressant ou ne le sera certainement pas. Ça encore une fois, il n'y a pas vraiment de secret, c'est un type de feeling que tu vas acquérir au fur et à mesure du temps, là où tu vas pouvoir te dire ça m'intéresse, ça ne m'intéresse pas. C'est un mélange entre les fonds qu'a levé le projet, la présentation du site, la façon dont ça se positionne, si c'est un fork, si c'est pas un fork, si c'est un peu original, si les créateurs du projet vont être assez amenants ou pas du tout, etc. etc. C'est vraiment un ensemble de petits éléments comme ça à droite à gauche qui vont créer une certaine vibe autour du projet et qui vont faire que oui ou non je vais prendre position ou pas. Et il y a évidemment certains éléments qui vont peser plus ou moins que d'autres, notamment la somme des fonds levés ainsi que la carte originalité ou pas du projet. Et donc de savoir si typiquement c'est le genre de truc qui pourrait se valoriser ou absolument pas. Aujourd'hui les choses qui se valorisent ce sont les L1, les L2 et les technologies un petit peu originales. Je pense à Eigenlayer et Layer 0 qu'on a reçu récemment par exemple. À l'inverse de choses qui au final sont de simples forks sur lesquels on a mis un joli petit design et on s'est dit voilà c'est bon, personne verra la supercherie, ils vont se dire voilà c'est nouveau, c'est unique, c'est le design. Non absolument pas, c'est tout simplement un fork et ça restera un fork. Et ça ces choses là bien évidemment elles ont tendance à moins se valoriser. Pour te donner un exemple un petit peu bateau, on peut parler de Pencil disponible sur Scroll. C'est un projet dont le diable ne voudrait même pas tellement il n'a pas d'âme. Ça c'est quelque chose que tu peux ressentir assez facilement quand tu commences à être familier avec les DeFi et les fonctionnements là derrière. Alors oui, de cette façon là je vais réaliser un premier tri assez subjectif de ce qui me plaît et de ce qui me plaît pas, tout simplement. Généralement quand c'est trop petit, que le design est mal fait, qu'il y a personne qui te répond sur le Discord, etc. etc. Bref, c'est tout des signes que le truc me plaît pas. Et surtout si c'est un petit projet et que la chose en question ne sert à rien, là c'est encore plus un red flag. Je pense typiquement aux 50 000 DEX et projets de lending borrowing qui vont lancer sur absolument toutes les L2 possibles et imaginables, qui finalement n'ont quasiment aucune chance de se valoriser car ils sont très facilement remplaçables. Je veux dire, on parle de faire un copier-coller sur GitHub, de changer les deux valeurs et de rentrer la commande forge create. C'est te dire le niveau 0 de la chose. Une fois que j'ai un petit peu ce qu'on pourrait qualifier de la vibe du projet, c'est là que ça commence à être intéressant et c'est surtout là qu'il faut commencer à creuser. Généralement, je vais cibler des projets qui ont des levées de fonds et des valorisations qui sont assez importantes. En général, pour que ça rentre dans mon radar, c'est vraiment minimum 20 millions de levées de fonds et plus généralement 50 millions et plus. Déjà parce que c'est un filtre énorme et qu'en général, les projets qui sont dans cette catégorie-là, tu es sûr que le projet est un minimum original, qu'il a du backing et que c'est pas n'importe quoi qui a été fait par n'importe qui. Même si c'est une énième layer 2, en général, à ce stade-là, le projet est quand même un petit peu unique. Je pense par exemple à Scroll qui, même si le produit est vraiment pas fou, entre nous personne ne serait sur Scroll si on n'attendait pas un airdrop. Cependant Vitalik Buterin est assez proche du projet, on est sur une layer 2 qui est en zéro knowledge, ce qui est quand même relativement rare, et en plus de ça le projet a développé des mécaniques qui sont quand même uniques à travers les marques ainsi que les badges. Il y a un certain effort qui est fait là derrière et c'est quelque chose que tu retrouverais pas sur la majorité des autres projets. En tout cas ceux qui ont levé moins de fonds. Une fois que j'ai identifié quelque chose qui me plaît, c'est pas non plus une garantie que l'airdrop va être exceptionnel. Un projet peut être super bon, cocher absolument toutes les cases et pourtant faire une distribution qui est désastreuse. Pour ça, on va prendre 3 exemples différents. Le premier cas de figure, c'est une distribution qui est totalement linéaire ou quasiment. Je pense par exemple à l'airdrop numéro
numéro 1 de Layer 0. On se retrouve dans un cas de figure là où quasiment la terre entière est éligible à l'airdrop, et malheureusement vu qu'on est sur quelque chose de linéaire, eh bien il n'y a pas d'edge à avoir. Il n'y a pas d'histoire d'avoir utilisé tel bridge, d'être allé sur telle blockchain, ou alors d'avoir découvert telle fonction qui était un petit peu secrète. Ça ne rentre tout simplement pas en compte. Ce qui comptait, c'était le nombre de transactions et donc les frais dépensés, tout simplement. Et ça, encore une fois, ça ne se prévoit pas. Au moment où le projet fait l'airdrop, tu as l'information et ils te disent, bah écoute, nous on va faire comme ça pour le distribuer. Et voilà, de toute façon, t'as pas la main là-dessus. Ensuite, ce qui nous intéresse un petit peu plus, ce sont les airdrops à tiers pour lesquels on peut avoir des positions assez sympathiques. Pour ça, je vais sortir l'airdrop d'Arbitrum, là où il y avait une différence d'environ x12 entre l'allocation minimum et l'allocation maximum, et pour lequel il y avait des critères qui étaient quand même relativement généraux et qui ont défini plus ou moins un playbook qu'on a suivi pendant pas mal de temps. Ici, effectivement, tu pouvais avoir un edge tout simplement en utilisant la blockchain et en le faisant de façon assez régulière. Il n'y avait pas vraiment de cheat code, là où tu cochais cette case, t'avais un bonus absolument fou, mais toutes les personnes qui ont pu utiliser ce projet et qui l'ont fait de façon assez, on va dire, intense, ou même organique sur le long terme, eh bien pour la plupart ont été récompensés de façon juste et de façon intéressante par rapport à ce qu'ils ont fait. Et on peut ensuite parler d'un certain Zcash, qui est ma méthode de distribution préférée jusqu'à aujourd'hui, qui lui a réalisé des distributions du simple au centuple, avec pour allocation minimum quelque chose dans les 300 $ et pour le maximum quelque chose qui montait jusqu'à 28 000, 30 000 $. Ce qui, disons-le, clairement était complètement fou. Ce qui a fait cet écart-là, c'était pas vraiment les cases qui ont été cochées, mais c'était surtout la liquidité qui était déposée sur la blockchain multipliée par le temps. Et celle-ci a été prise en compte de façon exponentielle. C'est-à-dire que pour toucher le jackpot, il fallait toucher à peu près à tout sur la blockchain, donc cocher des cases qui étaient pas spécialement évidentes, quoique en rétrospective on les avait quand même. Je pense par exemple au fait d'utiliser le Paymaster, et à ça on vient appliquer un coefficient multiplicateur exponentiel en fonction de la liquidité sur le temps. C'est-à-dire que les personnes, même si elles avaient fait énormément de transactions à droite à gauche, mais qu'elles n'avaient pas laissé leur liquidité sur la blockchain, ont été énormément pénalisées. À l'inverse de celles qui ont posé de la liquidité dessus et qui ont réellement utilisé la blockchain pour ce qu'elle était et pour ce qu'elle apportait. Ce genre d'airdrop là, si tu arrives à déceler les cases et si tu arrives à te positionner à une intersection qui est intéressante et sur laquelle il n'y a quasiment personne, ils sont particulièrement intéressants. Encore une fois, ça c'est une histoire de distribution et malheureusement ça c'est quelque chose que l'on ne peut pas pré-shot. À aucun moment on aurait pu penser que Layer 0 était linéaire et que Zcash aurait fait quelque chose d'un petit peu plus exponentiel. Le secret c'est donc de cocher le maximum de cases pour essayer de s'y retrouver, peu importe la situation qui se présente à nous. De mon côté, ce que j'aime bien faire, c'est essayer de tomber sur des intersections qui peuvent donner lieu à ce genre de récompense exponentielle. Alors aujourd'hui, qu'est-ce qu'on peut trouver comme intersection de ce type-là? Un exemple que j'aime bien et sur lequel je me suis vraiment penché depuis mai-avril de cette année, c'est Scroll. Car sur Scroll, pour moi, il y a une intersection qui est très intéressante. C'est le fait de cocher 3 cases différentes. La première, c'est d'avoir déposé beaucoup de liquidités ou alors de l'avoir fait pendant une période très longue, ce qui permet d'avoir plusieurs milliers de marks. La deuxième, c'est d'avoir dépassé les 20 ou les 30 badges différents mintés sur ton wallet. Et la troisième, c'est de cocher les cases développeurs, notamment avec une campagne de déploiement de contrats disponible dessus. Ou en tout cas, plus précisément sur le testnet. Pas de panique, ça j'en ai pas encore parlé, ça vient dans la newsletter de ce mercredi. Le truc, c'est qu'on est sur 3 activités qui sont sensiblement différentes. Généralement, les personnes qui vont avoir beaucoup de marks parce qu'elles ont posé beaucoup de liquidités, elles vont pas avoir tendance à avoir 50 000 badges, tout simplement car c'est pas trop leur kiff, elles préfèrent poser de la liquidité. Généralement, les personnes qui ont préféré faire les badges, eh bien elles vont pas avoir énormément de liquidité à disponibilité et donc elles se sont plutôt converties vers les badges plutôt que vers les marks. Et puis finalement, t'as la catégorie un petit peu développeurs qui finalement ne sont peut-être pas à fond sur tout ce qui est écosystème et donc ne vont pas toucher aux deux autres. Et donc là, j'ai identifié ce créneau-là qui pour moi me paraît intéressant et être une intersection qui est très peu jouée. En toute logique, je me suis donc positionné dessus. Maintenant, comme je te l'ai expliqué tout à l'heure, c'est absolument pas une garantie. Il y a maintenant encore 2 points qui peuvent particulièrement jouer. Le premier, ça va être la valorisation de Scroll à son lancement. Si Scroll lance à une FDV décevante et qui est particulièrement en dessous de ce à quoi on peut s'attendre, eh bien l'airdrop ne sera pas merveilleux. Et le deuxième point qu'on ne maîtrise absolument pas, c'est la distribution. Quel est le pourcentage de la supply qui sera alloué à la communauté et comment est-ce qu'il va être distribué? Est-ce qu'on aura une distribution 100% linéaire, un petit peu comme ce qu'on a pu avoir avec un Layer 0? Est-ce qu'on aura un airdrop à tiers assez classique comme pour Arbitrum? Ou alors est-ce qu'on aura quelque chose d'un petit peu plus exponentiel comme on a pu le voir pour Zcash? Et sinon peut-être encore un cas de figure totalement différent, est-ce que Scroll ne va pas complètement rabattre les cartes et inventer une nouvelle méthode de distribution? Ça pour le coup il faut en être conscient, c'est quelque chose sur lequel on n'a absolument pas la main et malheureusement on ne peut pas l'anticiper. La seule chose qu'on peut faire c'est cocher le plus de cases possible et faire en sorte que ces cases là soient cohérentes. D'où toute la logique que je t'ai déroulée sur ce système d'intersection qui pour moi est une méthode qui me plaît particulièrement. Maintenant ce n'est pas quelque chose qu'on peut appliquer à tous les airdrops et sur certains airdrops c'est même impossible de faire des intersections. Je pense par exemple à tout ce qui va être LST et LRT pour lesquels il n'y a pas 50 000 conditions et généralement ça dépend de la quantité du jeton que tu as multiplié par le temps que tu l'as détenu. Il n'y a vraiment aucun secret là-dessus et il n'y a pas moyen d'avoir un edge. Ce qui est donc intéressant c'est de se positionner sur les airdrops pour lesquels
lesquels c'est possible d'avoir un edge en fonction de la distribution, et donc de se positionner sur des intersections qui te paraissent pertinentes. Généralement, il n'y a pas 50 000 options. Si tu veux avoir un edge et si tu veux avoir des intersections, ça va se retrouver sur les layers 2 et les layers 1, qui entre nous sont généralement les airdrops les plus intéressants. Alors pour chaque layer 2 et pour chaque layer 1 qui t'intéresse, eh bien si tu veux creuser, si tu veux aller plus loin et si tu veux maximiser tes chances, je t'invite à essayer de trouver quelles sont ces intersections qui sont sous-jouées. Ces points cruciaux pour la blockchain qui sont particulièrement mis en avant, mais sur lesquels il n'y a pas tant que ça d'activité quand on commence à creuser. Et pour le coup, pour identifier ça, tu peux te servir de ta logique, des différentes campagnes qui sont en cours à droite à gauche, ou également d'outils comme des Dune Analytics ou des sites qui sont vraiment dédiés et qui se sont donnés cette mission-là. Aujourd'hui, malheureusement, il n'y en a pas 50 000 qui me font de l'œil, et actuellement, ce qu'on peut jouer et ce qui est encore raisonnable de jouer, ça me paraît être Scroll, Base et Optimisme 5. En tout cas, d'un point de vue layer 2 sans token, qui pourrait entrer dans la catégorie valorisation intéressante. À ces trois-là, on pourrait rajouter un certain Eclipse, qui devrait lancer fin octobre et devrait proposer une friction assez intéressante, ainsi qu'un méga Ethereum pour lequel on n'a pas encore beaucoup d'informations aujourd'hui. Par contre ici, ce sont des plays qui ne sont pas encore disponibles. Concernant les petits projets à droite à gauche, je suis désolé mais je vais devoir te décevoir. Pour la plupart, ce seront des airdrops qui seront décevants. Et donc à mon humble avis, tout ce qui est fork, utilisation assez bancale et choses réalisées uniquement dans l'objectif d'avoir un petit peu d'activité sur une layer 2 ou une layer 1, eh bien je pense que pour 95% de ces projets-là, c'est vraiment overkill de s'amuser à faire des stratégies avancées. Autant appliquer un Pareto et se concentrer sur les 20% d'efforts qui délivrent 80% des résultats plutôt que l'inverse. Ce qui, quand on y réfléchit, finalement se retrouve être assez cohérent. Je terminerai donc là-dessus, ne cherche pas à jouer absolument tous les trucs que tu vas voir à droite à gauche sur un coup d'impulsion parce que tu as vu un tweeto sans parler, mais cherche plutôt à trouver une certaine logique et une certaine intersection intéressante à chacun des plays sur lesquels tu vas te positionner. À mon avis, c'est là que tu verras les allocations les plus intéressantes. Si tu souhaites découvrir un petit peu plus de ma façon de penser et de ma façon de procéder, je t'invite à regarder cette vidéo qui s'affiche à l'écran. Dans celle-ci, on discute au global de ce que sont les airdrops, de comment se positionner et de comment débuter. Merci à toi de ton attention et sur ce, on se dit tout de suite dans la prochaine vidéo. Ciao!